Alors c'est un réseau résolument international où la volonté c'est en effet de n'oublier aucun continent, de façon à avoir une multiplicité aussi de points de vue, parce qu'on parle toujours depuis là où l'on est, même si, vous le rappelez, ce réseau est sans lieu, si ce n'est que son lieu c'est l'Internet finalement. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on comprend votre intérêt pour la société où on accompagne ces mutations. L'entreprise est toujours pas loin en filigrane de ce que vous évoquez. Le travail, on l'évoquera aussi. Et en même temps, ce que vous attachez beaucoup d'importance aux gens qui racontent des histoires avec des formes. C'est-à-dire que, au lieu de n'y mettre que des philosophes, des entrepreneurs et des sociologues, vous attachez beaucoup d'importance au fait qu'il y ait des designers, des gens qui créent des jeux vidéo, des artistes. Et ça, c'est intéressant. On revient d'ailleurs à l'origine de ces rêves qui sont aussi nés de fiction d'auteurs. Donc finalement, vous revenez presque aux auteurs, et même aux auteurs de forme. Ah oui, oui, mais c'est... bon, il se trouve qu'en plus, je vis avec une artiste. Et donc, je pense que je suis effectivement très sensible au fait que... donc, je pense que je vais avoir dit pourquoi on avait besoin de passer par la case imaginaire, mais que la case imaginaire, c'est pas juste celle qui pose un peu paresseusement un et si quelque chose. Le travail sur la forme, il est indispensable. Un art qui serait purement conceptuel ou évidemment un art purement à thème pose souvent problème. Il est étroit, il peut être faible du point de vue de son caractère évocateur. La forme est une exigence que se pose l'artiste et qui, pour moi aussi, l'oblige à dépasser son propre discours. J'ai mes mots, j'ai mes intentions, mais à un moment, la forme... Alors, dans le roman, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la force à la fois peut-être d'une écriture. Voilà, la mienne est très... Enfin, celle de tel auteur est très linéaire, celle de tel autre va être très éclatée, réticulaire, etc. Mais aussi la force de situation, de personnage, va à un moment imposer sa propre dynamique. C'est vrai aussi dans les arts plastiques. Si vous avez un discours et que vous posez ensuite un geste un peu bêta qui emporte rien, en fait, vous ne laissez que le discours. L'objet est juste un prétexte, un porteur de votre discours. Et votre discours, comme le mien, il n'est pas plus intéressant que celui du voisin. Ce qui le rend intéressant, c'est que vous avez ce travail de forme qui oblige cette chose-là à vous échapper, à communiquer avec quelqu'un d'autre qui va en faire quelque chose d'autre. Donc, quelque part, aux catégories classiques de la prospective, les futurs possibles, les futurs souhaitables, etc., moi, j'ajoute quelque part l'idée de futur fécond, c'est-à-dire qu'est-ce que l'art, il va d'une part rendre des choses impensables, pensables et sensibles, mais en plus, il va les rendre pensables et sensibles par des gens qui vont le recevoir et qui vont encore, à leur tour, en faire autre chose, en tout cas s'ils sont équipés un petit peu intellectuellement, sensiblement là-dessus. Donc, effectivement, on travaille avec des artistes, mais... de tout genre, en effet, j'inclus dedans les designers et les concepteurs de jeux vidéo, les écrivains de science-fiction, les dramaturges, les plasticiens, etc. Mais avec un peu cet objectif d'essayer de créer des dispositifs dans lesquels il y a leur œuvre, bien sûr, mais il y a les conditions dans lesquelles, éventuellement, elles vont pouvoir être reçues, elles vont pouvoir être discutées, elles vont pouvoir se tisser avec d'autres choses, et dans lesquelles, petit à petit, on va mettre aussi les gens avec lesquels on travaille en capacité de renouer avec leur imaginaire, de non-professionnels de l'imaginaire, cette fois-ci, et de produire ensemble des choses de qualité. Donc, quand on travaille actuellement sur les futurs des mobilités, ce qui est un projet qu'on mène avec une autre association qui s'appelle la Fabrique des mobilités, typiquement, on passe un peu par 3 étapes. C'est quelque chose qu'on expérimente et on va en expérimenter d'autres choses, mais c'est toujours des projets collectifs, ouverts, tout le monde peut y aller et tous les contenus sont publics. On commence par un travail dans lequel on va demander aux participants et aux participantes d'aller chercher dans
l'ensemble des productions imaginaires, au moins une ou deux qui les inspirent, elles et eux, personnellement, pour des raisons qui leur sont propres, qui peuvent être absolument irrationnelles. Mais on leur dit, voilà, amenez-nous, partagez des choses. Donc on a créé cette plateforme et des formats d'ateliers dans lesquels les gens viennent, disant, bah, moi j'ai amené tel morceau de film, telle image, telle chose, ça me parle de mobilité, je vais vous expliquer pourquoi. De temps en temps, c'est évident, c'est un truc, voilà, de temps en temps, au départ, c'est surprenant. Puis, voilà, et ça a deux objectifs. Le premier, c'est de rassembler petit à petit un matériau qu'on est aujourd'hui en train de traiter. On a 125 ou 130 fragments sur les futurs de la mobilité, qui est extraordinairement riche en termes de choses dont il parle, de ce qu'il montre, d'un certain nombre de champs que les analyses professionnelles classiques savent plus tout à fait, ou pas toujours regarder. D'autre part, ça reconnecte les participants. Alors imaginez, on en a tous un. Si vous faites le boulot que vous faites, si je fais le boulot que je fais, et si les personnes qui nous regardent font le boulot qu'ils font, il y a un élément de contrainte, mais à un moment, il y a eu aussi une projection en disant, moi c'est ça parce que il y a dans tout acte de notre vie un bout d'imaginaire aspirationnel, sensible, affectif, intervient en plus des dimensions rationnelles de l'homo économique. Simplement, on les oublie, et plus on est décideur, plus on est censé aujourd'hui, surtout maintenant, n'être que solution à des problèmes. Et alors, c'est encore pire pour les décideurs politiques, c'est incroyable parce que c'est tellement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, à mon avis, mais voilà, où on a tellement été vacciné contre les grandes idéologies qu'effectivement, un décideur, à quelques exceptions près, heureusement, mais devrait n'être qu'une espèce de pompier en permanence en train de résoudre des problèmes concrets et se glorifierait de ne s'intéresser qu'aux questions du quotidien qui intéressent le quotidien des gens. Je ne fais pas d'idéologie, et ne pas faire d'idéologie quand on fait de la politique, c'est qu'on devrait faire un autre métier. Donc voilà, on essaie de travailler sur ces choses-là. Donc je suis un peu long là-dessus, mais donc, une reconnexion aux imaginaires. Deux, ensuite on met les gens en position d'écrire, de coécrire, en compagnie d'auteurs, mais d'auteurs qui au départ les accompagnent, les aident à produire une bonne histoire, d'écrire des futurs. Donc on va sortir bientôt un premier recueil de 4 productions collectives autour des futurs des mobilités, qui sont des bonnes productions narratives, dans lesquelles il y a une force, il y a des idées, il y a une poésie, et qui en même temps sont produites par des gens dont ce n'est pas du tout le métier. Alors, ils ont été aidés par des auteurs, mais l'idée c'est d'arriver à faire un chemin comme ça, et après, ce matériau-là, imaginaire recueilli, imaginaire coproduit, va devenir la matière première d'un travail dans lequel on va revenir auprès des sociologues, philosophes, professionnels, experts, etc. Mais pour leur dire, prenez ça, laissez-vous étonner par ça, essayons ensemble d'en sortir des chemins et des pistes qui ne sont pas exactement celles sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui. C'est ça l'idée. Alors, je comprends votre attachement aux artistes qui sont des gens de la mobilité par excellence, des idées et même des trajectoires, j'entends pré-Covid, puisque les artistes construisent aussi au fil de leur résidence. C'est l'une des théories de Nicolas Brouillot au travers de son ouvrage Radicant. On comprend évidemment votre intérêt pour le cinéma, notamment de science-fiction, mais alors là c'est intéressant parce que l'entreprise, comme vous l'évoquez au travers de la question de la mobilité, possiblement avec moins de lieux, avec plus des gens qui sont plus mobiles, y compris les slasheurs. Et en même temps, dans la science-fiction, l'entreprise, vous le notez dans quelques écrits, j'en prends 3 au hasard, Cyberdyne, Recall, Tyrell, elles sont en général, ce ne sont que des catastrophes, elles sont résolument pyramidales, rien à voir avec les rêves d'entreprise, de mobilité, d'horizontalité. Fort heureusement, on a échappé au pire.
J'ai l'impression, mais c'est intéressant de voir comment l'entreprise, je pense que c'est beaucoup lié à la question du pouvoir, comment l'entreprise a été envisagée, on va dire dans la littérature et le cinéma du XXe siècle, comment l'entreprise du futur a été envisagée du fait des technologies. Alors, c'est vrai de manière dominante dans une part de la science-fiction hollywoodienne. C'est plus compliqué en fait quand même, la présence de l'entreprise en science-fiction. On a commencé à y travailler, on a lancé donc en mai-juin dernier un appel justement à Fragment de Futur qui démarrait un projet qui est aujourd'hui en cours. Qui posait la question, l'entreprise a-t-elle un futur de manière un peu provocatrice, et dans laquelle, effectivement, quand on a recueilli des choses, il y a cette figure de l'immense entreprise dominante, totalement amorale, donc comme Tyrell, c'est Blade Runner, Recall, c'est Total Recall, et donc deux excroissances de l'œuvre de Philippe K. Dick, et Cyberdyne, c'est Terminator. Donc celles-là, on les connaît bien. Il y a d'autres choses. Alors d'abord, ce modèle-là, il existe un peu quand même. Il y a des très très grandes entreprises, notamment industrielles, qui ressembleraient un peu à ça, ou de distribution. Pas avec ce niveau de pouvoir, mais qui ne reculerait pas forcément devant le fait de l'avoir. Vous avez dans l'entreprise un peu diabolique, mais plus contemporaine, ce que vous trouvez dans le film Le Cercle, c'est quand même un Facebook plus, hein, avec ce slogan magnifique du fondateur qui est savoir c'est bien, mais tout savoir c'est mieux, et qui se met en chemin pour ça. Et puis après, effectivement, quand vous commencez à fouiller un peu, et peut-être c'est là où, par exemple, on peut se dire le récit c'est une chose, mais il y a peut-être d'autres choses qu'il faut aller regarder dans justement le design, les arts plastiques, des formes théâtrales ou d'autres. Vous trouvez quand même des explorations un petit peu différentes dans lesquelles des gens inventent des trucs qui ressemblent à des entreprises, c'est-à-dire quand même des entités économiques autonomes qui sont un petit peu obligées d'avoir un modèle économique, mais qui se fixent comme objectif de réparer les océans et qui inventent des trucs un peu bizarres. C'est semi-artistique, évidemment. Dans ces travaux-là, il y a plus de diversité. Il y a en fait quelque chose, il y a quand même une grosse dimension de dénonciation de l'entreprise, notamment telle qu'elle a été complètement reformulée au début des années 70, au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine Friedman, qui est l'utilité sociale d'une entreprise est de maximiser son profit. Dès qu'on lui demande de faire quoi que ce soit d'autre, ça devient très négatif, il ne faut surtout pas le faire. Doctrine qui s'est ensuite qui a déterminé des systèmes légaux, des systèmes comptables, etc., et donc qui est inscrite dans la gouvernance des entreprises. Et il y a cette idée quand même que ce serait pas mal d'avoir des entités qui ne soient pas publiques, qui ne soient pas nécessairement avec une gouvernance extraordinairement complexe, donc qui soient quelque part des entités, entre autres, économiquement autonomes, et qui puissent faire des trucs excitants, intéressants, socialement utiles, etc. Donc, est-ce qu'on peut essayer de réinventer des morceaux autour de ça? Donc, typiquement là-dessus, ce qui est vrai, c'est quand même que l'état de la fiction existante est plus pauvre sur l'entreprise qu'il ne l'est sur d'autres choses. Donc, il faut un petit peu plus faire des gestes pour essayer de réinventer ça. Parce que quand même, à nouveau, l'idée que tout ne pourrait pas reposer sur des choses qui seraient entièrement publiques, collectives, démocratiques, est intéressante s'il y a un cadre démocratique qui est capable éventuellement de discuter ça. Mais qu'il puisse y avoir encore une floraison d'initiatives, grandes, petites, de tentatives, etc. Ça, c'est quand même important, au moins. Et puis peut-être on peut aussi être attaché pour plein d'autres raisons à l'idée d'entreprise ou à l'idée initiale d'entreprise, comme le travail de Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel sur Refonder l'entreprise, qui essaye de repenser à l'entreprise comme projet commun. Tout ça, c'est quand même des choses importantes. Donc on est en train là de faire travailler les gens justement au-delà de cette collecte sur
des inventions d'entreprises du futur dans lesquelles on se dit qu'on se rapproche un petit peu d'une sorte de jeu de rôle dans lequel on va donner des contraintes assez fortes pour que des gens qui sont impliqués dans des entreprises, qui à nouveau sont dans un moment où tout le monde doute, se dit mais quand même on est dans un monde incertain, puis il y a cette question des aspirations, on voit bien qu'on n'arrive plus à faire venir les jeunes dans les boîtes ou dans les grandes boîtes et à les faire rester parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on fait les choses qu'on fait, etc. Donc il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui. Est-ce qu'on peut essayer de réinventer ces choses-là? On essaye même d'inventer des mots pour décrire des entreprises. J'avais proposé le mot de « entreprise », qui serait une entreprise dont la fonction est de faire sortir une activité du monde marchand. Wikipédia fait disparaître. C'est une entreprise d'une certaine manière. Ce n'est pas formellement une entreprise, mais c'est une organisation à but non lucratif qui a besoin d'argent et dont une des fonctions, la fonction principale, c'est d'être une encyclopédie en plein dedans, mais un des résultats, c'est d'avoir fait disparaître le marché des encyclopédies. Et le monde s'en trouve mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mauvais pour la croissance, pourtant. Donc là, il s'est passé quelque chose d'intéressant, d'arriver à se dire, c'est quand même pas la même chose que Monsanto Bayer ou que l'épicier du coin ou que la start-up X ou Y, qui peuvent être formidables. Donc, on pourrait essayer de lui trouver un autre mot. Ça, c'est intéressant.